Ce que vous a appris ce livre-ci? Mon père et ma mère. Alors, donc chaque livre d'Aaron, effectivement, chaque livre traduit m'a appris quelque chose de la vie, des aides, des relations, de moi-même peut-être par rapport à tout ça, et de lui aussi, bien sûr, et de l'écriture peut-être, et de la façon dont on peut écrire sur les êtres et leurs joies et leurs tourments. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ce livre m'a appris parce que je vais apprendre justement en traduisant. Et alors, je l'avais dit à Aaron assez tôt, je ne voulais pas lire ces livres avant de les traduire. Donc, je les parcourais pour pouvoir en parler avec les éditeurs de l'Olivier, mais je ne les lisais vraiment je ne les lis vraiment qu'au moment de les traduire. Ma première lecture est une lecture de traduction. Et j'ai fait ce choix parce que il me semble que ça me permet d'aborder la traduction avec quelque chose d'un peu intact et pas avec une idée préconçue du mouvement du livre. Il me semble que j'accompagne ainsi, je chemine avec Aaron, pas après pas, dans cette quête qu'il avait en commençant le premier chapitre, avant d'arriver. Bon, alors là, chez Aaron, il y a toujours des très courts chapitres. Et donc là, dans ce livre, il y en a 85. Donc j'ai envie de passer étape par étape du premier chapitre au chapitre 85, avec cet étonnement de la première fois, avec cette incertitude qui est celle de l'écrivain qui ne sait pas où il va, qui a une direction mais qui ne sait pas où ça va le mener. Et pour moi, c'est très très important que cette incertitude et ce tâtonnement soient aussi liés à ce qu'on appelle le premier jet dans la traduction. Ensuite, quand je retravaille le texte et je le reprends, j'allais dire inlassablement, c'est pas vrai parce qu'à un moment donné je m'arrête, mais je le reprends beaucoup, j'essaie d'être très précise, c'est une grande responsabilité de traduire, hein. Et donc j'essaie d'être à la hauteur de cette responsabilité, du défi. Et à ce moment-là, je sais ce que le livre m'a appris. Enfin, je sais. Là aussi, j'ai envie de dire comme Aaron, et je voudrais corriger ce que je viens de dire. Je ne sais pas si je sais ce que le livre m'a appris, mais j'entrevois quelque chose. Et j'entrevois, déjà, dans un premier temps, avant même d'entrevoir ce qu'il m'a appris de la vie, de l'écriture, ou de moi, c'est seulement à ce moment-là que je comprends le livre, que je le comprends dans le sens physique déjà, je le contiens. Et je commence à entrevoir ce qu'il contient. Et très souvent, j'ai l'impression de traduire en apnée, et je ne peux traduire qu'en étant tellement au cœur du texte que je ne vois pas le texte. Et c'est ensuite que je le vois. Et c'est ce qui me permet de traduire sans m'effondrer à certains moments ou sans céder à une émotion qui viendrait perturber la traduction. Je me suis fait cette remarque dès le premier livre traduit, Histoire d'une vie. Je me souviens, dans Histoire d'une vie, il y a un passage terrible sur l'enclos Keffer, dans lequel les nazis enfermaient des enfants et des chiens sauvages qui déchiquetaient les enfants. Et je me souviens avoir relu pour la première fois Histoire d'une vie, une fois que j'avais achevé ma traduction, en découvrant ce passage. C'est-à-dire j'avais presque eu un épisode d'amnésie par rapport à ce passage, et c'est seulement en relisant ma traduction, pour la première fois, que j'ai compris ce que j'avais traduit. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je traduis je traduis, j'ai presque envie de dire comme j'écris, c'est-à-dire sans penser. La pensée vient après. Est-ce que le terme semi-conscience est juste? Oui, 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 je suis dans une sorte de semi-conscience, dans cet espace d'écriture
parce que la traduction est aussi une forme d'écriture, où on est suffisamment conscient pour se tenir face à un ordinateur ou un cahier et aligner les mots, et même voilà, faire travailler notre esprit, mais sans être conscient de la signification, ou alors de manière inconsciente. Il y a quelque chose que je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que là, ça veut dire que tant que vous n'avez pas fini de traduire le chapitre 1, vous ne lisez pas le chapitre 2? Oui, a priori, alors, oui, je ne commence pas à lire le chapitre 2 avant d'avoir lu le 1, mais comme il fallait tout de même, et il faut toujours choisir quel sera le prochain livre, quelle sera la prochaine traduction, ne serait-ce que pour acheter les droits du livre, et pour que l'éditeur sache un petit peu ce qui l'en retourne, enfin de quoi il s'agit, je lisais juste là, oui, les premiers paragraphes, et puis ensuite, je sais pas, j'ai une lecture un peu particulière pour les livres d'Aaron, en tournant les pages, en piochant au hasard, qui me permet de reconstituer la trajectoire du livre. Je sais de quoi. Je sais quel est le mouvement général du livre, mais je découvre, on va dire, les notes une à une. Et donc, en effet, là, je n'ai pas lu le deuxième chapitre. Et je n'ai même pas lu... Enfin, là, j'ai lu la première page, en fait. Je suis allée au bout de la première page, quasiment. Et je n'ai pas lu la seconde. Est-ce que la traduction, ça a à voir avec l'interprétariat, je ne sais pas si c'est ce mot-là en français, comme un musicien et un compositeur, par exemple? Oui, certainement. Il y a quelque chose de ça, enfin, dans la traduction, il y a quelque chose, oui, de l'interprète qui a une partition devant lui et qui essaie de la jouer. À la différence que... Parce que il me semble que la lecture à haute voix ressemblerait plus à ça. Mais il y a tout de même une part de ça, d'interprétariat, puisque moi, le texte, je l'entends d'une certaine manière, mais après, enfin, il y a quand même pas après, au départ, il y a des mots qui ont un sens en hébreu et, et voilà, j'ai pas la liberté même si Aaron m'a laissé énormément de liberté, y compris celle de couper des phrases en deux quand je jugeais qu'il fallait couper en deux, ou d'en réunir, ou parfois même de supprimer une répétition qui est heureuse en hébreu et qui est gênante en français. Et donc il me disait, il me répétait qu'il voulait... Enfin, il tenait vraiment à deux choses. C'est que le texte soit accessible au lecteur en français et donc accessible par ma traduction seule et jamais avec l'ajout d'une note en bas de page. Ça, il avait ça en horreur. Et donc, évidemment, je respecte ça à la lettre. Mais ce qui induit que parfois, je glisse dans le texte une explication. Où je glisse un mot. Il m'arrive de glisser un mot en hébreu parce que dans le texte, il est en hébreu. Alors, quand je dis dans le texte, il est en hébreu, Aaron écrivait en hébreu. Mais il écrit et il fait parler des gens qui ne parlent pas hébreu. Les personnages d'Aaron ne parlent pas hébreu, ils parlent allemand souvent, ou ruthène. Lui écrit en hébreu. Mais parfois, comme dans Les Partisans par exemple, Camille, le chef des partisans, dit à partir d'aujourd'hui, nous étudierons chaque soir un nouveau mot. Aujourd'hui, avoda. Et là, il dit avoda, et donc on peut imaginer que Camille, qui s'adresse aux partisans en allemand, dit avoda en hébreu. Donc là, moi, je mets avoda, je le transcris, et j'écris, et je le traduis dans la foulée, le travail. Donc il m'est arrivé comme ça, et il m'arrivera encore certainement, d'apporter quelque chose qui n'est pas uniquement de la traduction, mais aussi une explication, pour ne pas mettre de notes de bas de page. En fait, la question pour moi impossible de la traduction, c'est cette histoire de la musicalité. Mais je pense que vous y avez répondu plus ou moins
Mais si ça vous ennuie pas de revenir dessus, parce que pour moi, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, quand je lis votre texte, j'entends des voix dans d'autres langues. C'est-à-dire que je les entends en hébreu, mais aussi en allemand et en ruthène, alors que je ne lis qu'un texte français. Mais c'est très étrange, parce qu'en plus, le ruthène, je ne le connais pas. Et même l'hébreu, j'ai une vague notion, mais quand même très floue. Donc il y a quand même ce mystère-là de faire surgir des voix et des langues, pas juste des voix, mais qu'on entende des voix dans leur langue maternelle, dans les silences et dans les mots français. Donc ma question, c'est par quel miracle vous y arrivez? C'est c'est justement un miracle. Je crois que cette question de la musicalité, c'est un miracle. J'espère que c'est un miracle, dans le sens où j'espère vraiment qu'il y a quelque chose de la voix d'Aaron qui passe par la mienne et qui arrive aux oreilles des lecteurs français ou francophones. C'est quelque chose qui reste assez mystérieux pour moi. Pourquoi cette voix-là m'a parlé, alors qu'en effet, elle contient des langues qui ne sont pas les miennes, que je n'ai pas entendues enfant. Elle contient de l'allemand, du yiddish, du ruthène. Alors certes, c'est de l'hébreu, mais parfois je me dis que Aaron, nous sommes arrivés quand même tous les deux au même âge en Israël, à 13 ans et demi, et donc je dis souvent que l'hébreu est entré en nous alors que nous avions 13 ans et demi, lui et moi. Et peut-être que cette rencontre avec l'hébreu, venant tous deux tout de même de langues européennes, cette rencontre au même âge avec l'hébreu a aussi scellé quelque chose dans la façon dont j'entends son hébreu. J'entends quand j'ai d'autres amis écrivains et j'ai une amie qui écrit en hébreu que j'aime beaucoup, beaucoup, infiniment, et en tant que personne et en tant qu'écrivain, qui est Zerouia Chalev. Quand je lis l'hébreu de Zerouia, j'entends son hébreu israélien, profondément israélien. Quand je lis l'hébreu d'Aaron, j'entends l'hébreu d'Aaron et j'entends un hébreu qui... Je ne vais pas dire qui est le mien, parce que c'est pas vrai, mais qui est très, très, très audible à mes oreilles et de manière extrêmement familière. Donc ensuite, voilà, je fais de mon mieux, comme aurait dit Aaron, j'essaie et je fais de mon mieux pour restituer ça. L'impression que ça donne, c'est un peu comme en musique de chambre, c'est-à-dire que vous avez une même perception de la densité des silences, qui est un truc très subjectif et intransmissible, mais que vous partagez intuitivement en fait. C'est très mystérieux. Enfin. Je suppose. Et qu'est-ce que vous diriez sur les... Parce que grâce à vous, je suis allée rencontrer Michal Govrin. Qu'est-ce que vous diriez sur l'hébreu de Michal Govrin? Michal Govrin a aussi un hébreu d'israélienne, d'intellectuelle, de poétesse, de tout ce qu'elle est, d'une femme pour qui l'hébreu a été d'emblée la langue de rencontre avec le monde et de questionnement et de confrontation. Alors que pour Aaron comme pour moi, l'hébreu a été la langue de l'adolescence. C'est la langue qui marque la ligne de démarcation entre les territoires de l'enfance et de l'adolescence, entre l'Europe et l'Orient, entre, je dirais, la neige de Tchernovitz et le sable du désert de Judée. Et c'est la langue aussi, certainement, qui... Je pense que... Alors qu'on a là aussi des enfances différentes par rapport à la religion, au culte et à la prière. Moi, j'ai entendu beaucoup de prières et je savais prier. Et je priais quand j'étais enfant. Ce n'était pas le cas d'Aaron, mais il a beaucoup fréquenté ou tourné autour des synagogues. Il aimait entendre les chants. Et je crois qu'il y a quelque chose de la musique, de la liturgie, qui est inscrite en nous aussi. Et qui peut-être nous est commune et me permet